nous allons passer à notre invité suivant qui va nous permettre, donc toujours dans la continuité des choses qu'on peut faire en tant qu'entreprise ou mettre en place comme activité dématérialisée, c'est la newsletter. Donc on va voir avec Aubin Amardel de la société Achios comment on réalise une newsletter à moindre frais. Oui, allô? Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le présentateur. Prestidigitateur. Exactement. Alors, Bon, ça va? dans les outils web qu'on a vus, il y a un moyen, c'est de contacter nos prospects, nos clients, nos salariés, etc. C'est la newsletter. Comment on peut le mettre en place sans se trouver blacklisté ou sans foutre le bordel, quoi? Oui. Alors, justement, je voulais aujourd'hui vous parler des newsletters parce que c'est typiquement un sujet qui est parfois mal exploité par les sociétés, à savoir quand on a un mail à envoyer à 50, 60, 70 collaborateurs, on va utiliser Outlook et puis mettre dans le champ de destinataire 60 personnes. Ça, c'est très, très, très peu apprécié par Outlook et par les fournisseurs d'accès. Donc on va Parce mettre que, dans la catégorie newsletter à partir du moment où on fait un envoi de combien? 10, 15, 20, on va 30? dire, oui, voilà, 15, 20 personnes, plus de 20 personnes, on va dire que déjà, on peut considérer que c'est une toute petite newsletter. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, excuse-moi. Donc Après, c'est oui. Et pourquoi ça va être mal considéré par qui si on le fait avec Outlook ou alors, mail ou en je ne fait, sais quoi? ça va être mal considéré par les fournisseurs d'accès. Donc, c'est ceux qui créent des adresses @orange.fr, @free.fr, @sfr.fr, etc. Ils vont pas apprécier en fait le fait que un utilitaire comme Outlook envoie via son logiciel en fait des emails en masse, ce qu'il va considérer comme en masse. D'accord. Euh, et donc du coup, il y a des plateformes qui se sont spécialisées dans l'envoi en masse de mails et sur lesquelles il faut faire un petit paramétrage lorsqu'on crée le compte pour que l'email soit envoyé de façon massive et considéré comme avec une réputation correcte par les fournisseurs d'accès à Internet pour éviter de partir en spam ou des choses comme ça. Ok. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on fait de l'envoi de mails en masse, on est dans l'obligation d'avoir l'accord des personnes à qui on envoie les mails. Donc ça, c'est une loi qui s'appelle la loi RGPD. RGPD. Voilà, donc tout le monde a parlé en avril 2018, mais qui en fait date de bien avant. Elle a été votée en avril 2016, mais la France avait 2 ans pour la mettre en application, enfin les Français. Et donc du coup, bien sûr, en tant que Français, on s'y est pris le dernier mois, en avril 2018. Et c'est la RGPD. Est-ce qu'elle concerne les adresses pro et privées ou que les privées ou que les pros? Elle concerne toutes les adresses à partir du moment où il y a des informations personnelles au sein de l'adresse. C'est-à-dire qu'une adresse générique type contact une société.com, c'est pas un souci. Par contre, une adresse thomas.hasbrook@bienancré.fr, il y a ton nom et ton prénom, donc du coup, tu peux tomber sous le coup de la RGPD. D'accord. La première des choses à faire pour se protéger de toute action en justice, c'est déjà de montrer à la CNIL. La CNIL, c'est le gendarme en fait du web. C'est eux qui vont sévir si on respecte pas la RGPD. C'est déjà de montrer à la CNIL qu'on est de bonne foi en désignant dans sa société un DPO, un Data Protector Officer. Donc ça, si tu tapes sur Google CNIL DPO, Alors, CNIL, ça s'écrit comment? K? non, c'est NIL. D'accord. C'est CNIL.fr. alors si tu tapes CNIL DPO sur Google, Ah, donc CNIL, DPO, sur notre ami ouais, Google. tu vas tomber directement sur un lien qui est désigner un délégué à la protection de données. D'accord. Euh, et là, donc, du coup, tu peux faire commencer votre désignation. Ça va prendre à chaque société, allez, entre 4 et 8 minutes selon si vous tapez vite ou pas sur un clavier. Et ça, déjà, ça permet en fait de désigner quelqu'un au sein de la structure qui est la personne qui est censée tenir à jour un registre des données personnelles de l'entreprise.
Et comme ça, la CNIL, si elle doit faire une remontée, elle aura déjà une personne identifiée à qui comme interlocuteur au sein de votre société. D'accord. Et le Donc ça, DPO, si par exemple tu mets par exemple un salarié, etc., il a une responsabilité juridique qui est engagée en tant que salarié ou... le DPO n'a la responsabilité de toute façon de l'entreprise, elle incombe au dirigeant. D'accord. Et là-dessus, je ne sais pas exactement, mais je pense pas le data protector officer. Je pense pas qu'il ait de responsabilité personnelle. Et il a une Euh, formation, il doit y avoir un diplôme, une certification. Il n'y a rien du tout. Il n'y a D'accord. rien du tout. Voilà, il y a rien du tout. Après, cette personne-là, elle doit tenir à jour un registre de données Ouais. qui, selon les secteurs d'activité, est plus ou moins complexe à tenir à jour. Ça peut aller d'un simple fichier Excel dans lequel vous dites la liste des adresses mail et la date à laquelle vous avez récupéré l'autorisation de leur envoyer un email Mhm. et la preuve d'autorisation, à des choses beaucoup plus complexes dans le domaine, par exemple, de la santé ou dans le domaine des données à caractère sexuel, à caractère religieux, où là, il faut être beaucoup plus précis qu'un simple fichier Excel. Et Mais là-dessus, il y a des la très bonnes preuve formations. d'autorisation, on fait comment pour l'avoir? Alors, c'est une preuve de consentement. Donc, du coup, l'idéal, c'est d'avoir un document qui atteste qu'il y a un consentement de la personne. Donc, il faut Il faut envoyer un que truc tous les... papier puis faire signer un truc papier? Dans l'idéal, oui. Après, il y a beaucoup de techniques qui ont consisté à envoyer une première newsletter en disant nous nous mettons en conformité RGPD. Si vous ne souhaitez plus recevoir cet email, merci de nous le spécifier. Et si vous voulez continuer à recevoir nos emails, merci de nous le spécifier avec 2 liens. Et comme ça, là au moins, la personne clique et on a clairement un consentement de sa part vu qu'elle a cliqué sur j'accepte de continuer à recevoir. D'accord. Après, la bonne technique, c'est quand même d'avoir le consentement avant d'envoyer sa première newsletter. Après, c'est ça qui est un petit peu compliqué dans cette loi, c'est comment récupérer le consentement, sachant qu'on ne peut pas envoyer un email en masse tant qu'on n'a pas le consentement, quoi. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Mais ça, bon, c'est comme ça. D'où l'intérêt d'avoir un super beau site avec un très beau formulaire de contact qui incite à l'action de manière Voilà, efficace. c'est ça. Par contre, dans la RGPD, il y a aussi une obligation qui consiste dans chaque formulaire de contact d'avoir une petite case à cocher. J'accepte de recevoir, enfin, j'accepte les conditions d'utilisation de conservation de mes données avec une page de conditions de conservation de données qui doit être bien renseignée et qui doit préciser voilà combien de temps vous gardez les données, dans quel but, est-ce que vous les revendez, est-ce que vous les gardez en sécurité, est-ce que vous les gardez sur un pauvre fichier Excel, voilà, Donc, il toutes faut ces faire un choses-là doivent master être de posées. droit si on a envie d'envoyer une simple newsletter, alors. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que il faut au moins que vous soyez de bonne foi envers la CNIL et que en désignant un data protector officer et et en conservant un fichier Excel avec des preuves de dépôt, enfin des preuves de consentement de vos clients, au moins si vous avez un contrôle, vous montrerez à la CNIL que vous avez quand même un petit peu fait le nécessaire, quoi, et vous avez essayé de le faire D'accord, dans un premier ok. temps. Voilà, la CNIL, ils sont pas là pour vous taper dessus, ils sont là pour faire respecter au mieux la loi et puis du coup vous accompagner à vous mettre en conformité. Ok, d'accord. Donc, un Voilà, DPO. Je fais mon petit DPO, voilà, je l'ai, hop, et je fais quoi ensuite? voilà. Donc du coup après pour envoyer des newsletters, il y a beaucoup d'outils qui existent. Je vais vous en citer 3. Il y en a un qui s'appelle Mailchimp, qui est un outil à la base américain. Mhm. Il y en a un autre qui est plus vieux qui s'appelle Sarbacane, qui est un logiciel à la base et qui a migré maintenant sur un service en ligne. Donc Et qui a l'air d'être qui est déjà plus sexy que quand je l'ai connu. voilà, bah aujourd'hui oui, ils sont vraiment modernisés. C'est certainement le plus ancien. Le logiciel était vraiment très puissant, mais il était fait par des informaticiens pour des informaticiens. Et là, du coup, avec l'arrivée de Mailchimp, ils ont dû un peu se moderniser. Et Et puis, ça, il y ces en a un. deux-là, ils ont Mailchimp et Sarbacane, ils ont un certain nombre d'envois qui sont gratuits, c'est ça? Et après, c'est si on part à partir d'un certain volume où du coup c'est payant.
C'est ça, exactement. Et le troisième que je voudrais citer aussi, qui est Mailjet. Donc ça, c'est un Alors, petit celui-là, je le cousin de connais pas. Mailchimp. Mailjet, de toute façon, les trois fonctionnent de la même façon. Je ne sais pas si tu affiches les trois sites à Oui, l'écran. oui, oui, oui. Mais voilà, on a trois outils là qui à chaque fois ont des versions d'évaluation gratuites. Donc par exemple, pour Mailjet, la condition c'est 200 emails par jour maximum envoyés. Donc déjà, bon, pour beaucoup de petites structures, ça peut être suffisant, sachant que c'est limité donc à 3000 mails par mois. Et puis, Ah, il suffit Mailjet, d'envoyer. c'est 6000 emails par mois et 200 emails par jour. Donc ça, c'est la version Oui, gratuite. voilà, 200 fois 30, oui, ça fait 6000, pardon. 6000 Ah, mails par mois. En fait, ça fait 200 mails par jour maximum. Et si vous envoyez, par exemple, un fichier de 1000 mails, il sera simplement envoyé sur plusieurs jours, du coup. d'accord, ok. Et pour Voilà. avoir les tarifs sur sa backend, il faut créer un compte. Merci. Ouais. Et pour Ben, ils sont... MailChimp, pricing. Ah oui, MailChimp, lui, c'est le seul qui reste en anglais. C'est ça. C'est pour Et ça que je voulais vous MailChimp, parler la aussi de Mailjet. version gratuite, bah, c'est même pas marqué la version gratuite. Si, je crois que c'est... Ah oui, free à droite. Oh là là. Merci la régie. Donc eux, chez eux, get started. Ah oui, si c'est marqué en dessous. Chez eux, donc c'est 2000 contacts. Autant d'envois qu'on veut, mais c'est 2000 Ouais, contacts. c'est ça. Voilà. Et après, tu payes. Youpi. Exactement. Et après, les coûts sont vraiment très très limités. C'est du style 30 000 emails sur Mailjet, par exemple. Je crois que c'est autour de 14 euros ou 15 euros par mois. Donc on n'est pas sur des budgets à 300 ou 400 euros par mois, quoi. On est vraiment sur des budgets limités. Et le fonctionnement, c'est à peu près toujours le même. Vous avez en fait des listes de contacts, donc ce qu'ils appellent des mailing lists. Donc vous Ouais. mettez en fait toutes vos adresses mail là-dedans. Vous pouvez créer plusieurs listes de contacts sectorisées par catégorie, par exemple vos fournisseurs, vos clients, vos prospects, etc. Et puis après, vous créez ce qu'ils appellent souvent une campagne. Donc vous créez une campagne, donc vous mettez un objet, vous mettez une date, un nom et un contenu. Donc les contenus, il y a des éditeurs qui sont vraiment bien foutus, qui vous permettent d'éditer le contenu à la souris, quoi. Vous prenez un bloc texte, vous prenez un bloc image, etc. Vous construisez votre newsletter. Ah, donc Après, c'est une un fois peu que c'est comme, tout comme un fait, Word, quoi. c'est un peu comme plus un PowerPoint, Un à la PPT. limite. Un peu pété, voilà, exactement. Plus voilà, un PowerPoint qu'un Word, vous prenez vraiment vos blocs et tac, vous les déplacez comme vous voulez. Ça crée des newsletters à chaque fois responsives, donc ils s'adapteront soit sur un téléphone, soit sur un écran de PC. Et, euh, et c'est vraiment bien fait, quoi. Et à chaque fois, donc du coup, vous pouvez tester votre newsletter avant de l'envoyer à la liste. Donc vous pouvez vous l'envoyer à vous-même. Une fois que ça vous convient, vous l'envoyez à la liste. Vous pouvez programmer les envois. C'est-à-dire, vous pouvez la faire le dimanche soir, mais typiquement, vous parlez de, je sais pas, vous êtes une société qui vend des escargots de Bourgogne. Vous vous dites, tiens, les gens, peut-être qu'il vaut mieux leur envoyer la newsletter à 11h15 ou à 18h avant de manger. Donc, du coup, vous la faites le matin tôt, et puis vous la programmez pour l'heure que vous voulez. D'accord. Et à chaque fois, une fois que la newsletter est envoyée, vous avez des stats qui remontent avec le nombre de personnes qui l'ont ouverte, le nombre de personnes qui ont cliqué dessus, le pourcentage de personnes qui vous ont déclaré en spam, le pourcentage de personnes qui ont souhaité se désabonner. Et la fois où vous envoyez une nouvelle newsletter, le désabonnement est automatiquement pris en compte. Donc du D'accord. coup, il n'y a pas de problème de gens qui vous disent vous foutez de ma gueule, je vous ai déjà demandé 2 fois de me rallier. Voilà, vous n'avez pas ces problèmes-là. Ouais, et puis on peut même mettre des liens ou des trucs comme ça à l'intérieur. Vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre des pictos réseaux sociaux, des images, des textes, voilà, vous pouvez à peu près tout gérer. Ah oui, et puis il y Euh, a pas besoin de savoir coder ni quoi que ce soit, quoi. non, en gros, vous avez toujours une version développeur qui permet de faire encore plus de choses, mais la version aujourd'hui avec les templates proposés par l'outil est super intéressante.
Après, le nerf de la guerre, c'est toujours pareil. C'est bien beau d'avoir l'outil, mais si on ne sait pas quoi raconter dans la newsletter, c'est un peu dommage, quoi. Du coup, là-dessus, mon conseil, c'est de pas faire uniquement de la publicité produit dans une newsletter, mais d'avoir une triptyque en fait de réflexion. La première, c'est sur une actualité de votre secteur d'activité. Oui. Donc en ce moment, par exemple, ce serait si vous êtes ouvert ou fermé à cause du Covid. La deuxième, c'est placer un produit. Donc dire qu'en ce moment, votre super promotion, c'est sur ce produit-là, ou votre nouveauté, c'est sur ce produit-là. Et la troisième, c'est placer une actualité liée à votre société, par exemple. Je suis sur tel événement, ou suivez-moi sur ma web radio, Moi, j'aurais dit ma plutôt web télé. un conseil ou rajouter un petit conseil pratique ou une petite astuce Ouais. ou comment bien utiliser ton produit. Oui, voilà, on peut aussi mettre une partie conseil, mais voilà, toujours avoir une triptyque de sujets en fait, et pas uniquement toujours les mêmes sujets, pas toujours, voilà, mon produit c'est le plus beau, et puis la semaine d'après, ah ben mon produit c'est aussi le plus fort, ah puis c'est aussi le plus joli. Ça c'est parfait pour avoir un taux de désabonnement énorme, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc vraiment raisonner tout le temps en vous disant, si je recevais moi-même les newsletters que j'envoie, est-ce qu'au bout d'un moment ça me saoulerait pas? Et si ça me saoule, peut-être que je devrais communiquer différemment. Avec une petite pin-up ou un peu comme Perrier. Ouais, je sais pas, ça dépend de votre cible après, parce que la pin-up, ça peut marcher si ça peut marcher sur certaines cibles, mais peut-être pas sur tous, quoi. Voilà, je rentrerai pas dans ce débat. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Aubin. Avec plaisir, et puis bonne journée, profitez bien du week-end de Pâques. Hein, Pour programmer les newsletters. Exactement. Bon courage à tout le monde. Merci, à bientôt. Salut. Au revoir.